Bonjour à tous, on est actuellement en Monte Carlo Country Club, lieu emblématique du tennis où se déroule notamment le Rolex Monte Carlo Master. Et aujourd'hui, on a la chance d'être accueilli par Valentin Vachereau, numéro 23 mondial et récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghai. Bonjour Valentin. Bonjour. Donc Valentin, tu rentres de ta première tournée américaine et ton premier Sunshine. J'ai envie de te demander comment tu vas et quel bilan tu fais de cette tournée. Ça va très bien. J'ai eu la chance de pouvoir vraiment me reposer 3 jours off total en rentrant avant de reprendre l'entraînement. Avec le décalage horaire, c'est pas mal. Et du coup, ça va très bien. On est un peu dans l'antre de l'entraînement, le milieu de la semaine, là où c'est le plus dur, avant de redescendre un petit peu pour être à 100% début de semaine prochaine. Justement, samedi, c'est le début d'un tournoi un peu particulier pour toi. C'est le début du Masters 1000 de Monte Carlo, un tournoi auquel tu as déjà participé. J'ai envie de demander, qu'est-ce qui représente ce tournoi pour toi? Ouais, c'est encore plus différent que pour les Français Roland Garros, les Américains l'US Open, parce que c'est les seules courses sur lesquelles j'ai grandi. C'est la chance d'avoir un tournoi dans mon club. Peu de joueurs, je pense, peuvent le dire. C'est les courses sur lesquelles j'ai joué depuis que j'ai 6, 7, 8 ans. Donc ça représente tout et ouais, ça va être ma 5e participation et j'attends ça avec impatience. Cette année, tu viens avec un statut un peu particulier parce que maintenant tu es 23e mondial. Est-ce que ça te rajoute une pression supplémentaire, surtout que ça va être un tournoi, un des seuls tournois de l'année où tu as des points à défendre, vu que l'an dernier, tu avais remporté ton premier tour contre Struff? Bon, point à défendre, 50 points, c'est pas à mon classement, c'est pas la fin du monde si je les perds, mais non, évidemment, de toute façon, je regarde pas trop les points ou le classement. Ça va être d'essayer de faire le maximum de moi-même, d'utiliser ma famille, mes amis, le public, pour essayer d'aller le plus loin possible. Et est-ce que tout ça me rajoute une pression? Je pense que oui, mais c'est la bonne pression, c'est celle qui te fait mieux jouer. On a vu ça l'année dernière où 3 mois après ma blessure, c'est un peu le moment où j'avais commencé à bien mieux jouer dans l'année. J'avais battu Jan Struff qui était dans un de mes premiers top 50 en faisant un super match. Je suis pas passé loin face à Dimitrov au deuxième tour. En 3-7 pour ceux qui savent pas. 3-7, je menais un 7 et un break et voilà, donc cette année on arrive encore meilleur cette année et encore plus en forme. On espère de belles choses. Et parlons maintenant un peu de comment tu arrives à ce statut de 23e mondial. Bon, tu as fait une run exceptionnelle à Shanghai, on t'en a parlé absolument partout, t'as battu public, tu as gagné contre Djokovic et tu as remporté la finale. Mais quel changement ça t'a apporté dans ta vie, j'imagine, financièrement, même dans la rue, les gens te reconnaissent maintenant? Qu'est-ce que ça fait? À partir du moment où j'ai mis mes premiers pieds à Monaco après Shanghai, oui, ça a un petit peu changé dans la rue et dans ma vie. Après, dans ma vie à moi-même personnellement, dans moi, rien ne change, mais c'est sûr que les gens me reconnaissent plus. Tout ça m'a permis cette année de pouvoir voyager un petit peu plus facilement, dans de meilleures conditions, de mieux payer mon équipe. Des petites choses, faire venir mes parents en Australie, tout cela et non, mais surtout, ça a surtout changé ma carrière tennistique et c'est ça le plus important. Et sportivement, cette année, tu peux participer à absolument tous les majeurs, alors qu'avant, c'était ric-rac pour les qualifications et tout. Comment tu vis cette expérience? Comme tu l'as dit, j'ai pu faire le Sunshine Double pour la première fois. Auparavant, toute la tournée australienne dans tous les tableaux finaux directement pour la première fois aussi. Vu que j'avais participé une seule fois à Melbourne, mais en qualification. On va dire c'est quand il y a des moins bons jours, que ce soit l'entraînement, tout ça, c'est là où le moment de rouvrir les yeux et de se dire je suis là. Je me suis donné la chance de maintenant jouer tous ces tournois dans le tableau final, donc je profite à fond. Et évidemment qu'il y a quelques tournois que tu attends plus, que tu as toujours un peu plus rêvé que d'autres. Mais d'y être et surtout au tableau final directement, surtout, c'est incroyable. Je te demandais maintenant, c'est quoi ton grand chelem, ton tournoi préféré de ceux que tu as pu connaître? Monte Carlo. Monte Carlo? Eh oui. Et si je te demande le grand chelem? Le grand chelem, l'Open d'Australie. Pourquoi? Et déjà, je trouve ça assez spécial de tout le gratin du tennis mondial, tout le circuit mondial, de se retrouver à Melbourne, en Australie, à l'autre bout du monde, en janvier, où il fait beau, alors que tout le monde a passé un mois et demi à s'entraîner comme des bourrins, chacun de son côté. Je trouve ça déjà très spécial. Le site est en plein centre-ville, à 5 minutes des hôtels. On perd pas de temps sur rien que ce soit.
tout est fait pour les joueurs et le site est juste magnifique et surtout l'ambiance est folle. 3 semaines avant Shanghai, je t'ai interviewé 3 semaines, je crois, à Cassis. Donc un challenger, pour ceux qui ne savent pas, c'est le circuit secondaire. Et tu venais de perdre contre Rodionov. Qu'est-ce que concrètement t'as changé entre ces 3 semaines, entre Cassis et Shanghai? Qu'est-ce qui a été déterminant? À vrai dire, ce qui s'est un peu passé, le fil de tout ça, c'est j'ai failli avoir une grave blessure à Wimbledon, où je menais 6-4, 6-5 et je suis tombé, j'ai entendu mon genou craquer. Je pensais que c'était l'heure des croisés et qu'on se verra un an plus tard. J'ai eu d'énormes chances que 5 semaines plus tard, j'étais déjà en train de rejouer un tournoi. Et ça a été un petit peu dur la reprise. Je trouvais qu'il y avait toujours quelque chose qui se mettait un petit peu au milieu de moi à chaque fois. Mais j'avais repris 3 challengers sur terre. Je jouais de mieux en mieux. J'ai changé sur dur. À vrai dire, du coup, c'était début septembre à Manacor. Au premier tour du challenger, j'avais joué Martine Landaluce, qui vient de faire quart de finale à Miami. Donc c'était quand même un beau match. Mais je sentais que mon niveau était de mieux en mieux et ça passait pas et je comprenais pas pourquoi. Il y avait beaucoup de frustration, que ce soit sur ma défaite à Manacor, sur ce premier challenger sur dur. Ensuite à Cassis où je sentais que je jouais encore mieux, où il y avait une défaite 6-4 au 3e set face à Rodionov. Ensuite j'étais parti jouer en Coupe Davis, puis il y a eu cette fameuse, ce match d'avant Shanghai à Saint-Tropez où j'avais perdu au premier tour. J'étais arrivé à 3h du matin à Saint-Tropez après la Coupe Davis. J'étais vraiment pas dans les meilleures conditions pour jouer, mais ce qui du coup fait quand même une défaite au premier tour juste avant cela. Et peut-être qu'en fait tout ça ensemble a fait que cette défaite au premier tour a fait que j'ai pu m'entraîner 10 jours ici avant d'aller à Shanghai. De s'entraîner, on va dire quand tu t'entraînes 10 jours, tu t'entraînes calmement, tu reprends les bases, tu refais tout bien et faire un gros bloc physique. Je suis arrivé complètement prêt en ayant fait des matchs sur dur à Shanghai, sur les tournois d'avant Shanghai. Et je pense que tout ça a fait que je suis arrivé plus que prêt. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu n'y pensais pas, mais est-ce que tu crains, parfois tu penses à ces 1000 points et ce tournoi que tu vas devoir défendre en novembre? Alors non, parce que je pense avant au fait que chaque victoire maintenant me donne 50, 100, 200 points. Et que j'ai déjà pris en 3 mois 350 ou 400 points. Voilà, je ne peux pas dire avec combien de points je vais arriver avant Shanghai. Puis évidemment là-bas, j'essaierai d'en défendre le plus possible, tout comme à Paris 2 semaines après. Mais non, je pense plus au fait que chaque victoire dans l'année va me donner des points. C'est que des points à gagner toute l'année. Et on fera les comptes à la fin de l'année. Et à partir d'un moment, regarder un petit peu plus la race. Je crois que je suis 35e, un truc comme ça, la race. C'est sûr que je pense que le début de saison aurait pu être bien plus pire que ça. Donc non, continuer comme ça. Tu étais un peu attendu au tournant. Est-ce que cette nouvelle notoriété, elle t'a mis un peu la pression sur les réseaux sociaux? On disait, est-ce que Valentin Vacherot va être capable de tenir son rang? Est-ce que c'était, comment on appelle ça, un purple patch, c'est-à-dire le coup d'une fois Non, évidemment. C'est sûr que quand quelque chose comme ça arrive, on va dire, soit ça tout part dans le bon sens après, soit tout peut s'écrouler. On va dire que tout n'a pas continué évidemment comme à Paris, comme à Shanghai. Mais je me trouve très régulier depuis le début de la saison avec très peu de défaites au premier tour, des quarts de finale, des 8e de finale. Et au final, ça fait déjà j'ai joué plein de matchs depuis le début de la saison jusqu'à maintenant. Donc je pense pas que c'est un purple patch et j'espère. Et après j'espère surtout aller rechercher des quarts, des demi et des finales avant la fin de l'année. Et maintenant que tu es sorti du Challenger, on sait que c'est un circuit compliqué où il se passe plein de choses. Est-ce que tu as des anecdotes de trucs de galère dans ce circuit? Des anecdotes de galère. Après, à vrai dire, le circuit Challenger, c'est loin d'être le pire. Hein. Les pires galères sont quand même sur le circuit ITF Futur, encore en dessous. Challenger, on arrive quand même dans des plus beaux clubs, dans des hôtels qui sont quand même pas mal. L'hôtel est pris en charge, même des fois la nourriture est prise en charge sur les gros. Donc oui, certains challengers peuvent être un petit peu plus folkloriques. Personnellement, si j'y pense, j'y pense pas. Il y a un petit peu plus en ITF Futur où on en a une avec mon frère qui est mon coach Benjamin. On s'est retrouvé à passer la frontière hongroise ukrainienne à pied.
on avait dû... qui est encore un petit peu plus fou maintenant, puisque c'était quelques années avant la guerre, où maintenant il n'y a plus trop accès. Mais on avait loué une voiture en Hongrie pour aller faire un futur en Ukraine, sans penser au fait que une voiture de location hongroise ne peut pas rentrer en Ukraine. Et qu'on était à 1 heure, on avait encore 1 heure et demie de route, donc on avait laissé la voiture à la frontière, en espérant qu'une semaine plus tard, quand on allait revenir, elle allait toujours être là. Et on avait passé la frontière à pied. C'est très, très folklorique, c'est une vraie frontière avec 2 postes de frontière, un pont au milieu d'une rivière, tout ça. J'avais fait mon tournoi, j'avais évidemment, quand il y a des trucs comme ça, perdu au premier tour. Le tournoi était venu nous chercher, alors que voilà, c'est des choses en futur, le tournoi il vient pas te chercher, tu fais tout seul. Et on était revenu, 3-4 jours plus tard, et la voiture était là. Et maintenant on en rigole. Pour ceux qui ne savent pas, le circuit futur, le circuit ITF, c'est le circuit qui est encore en dessous du Challenger. Voilà, c'est la 3e passerelle. division. Voilà, exactement. Voilà. Et donc avant tout ça, tu es passé avec ton cousin Arthur Hinderknecht, qui a joué contre toi en finale, tout le monde connaît l'histoire, par le circuit universitaire américain, un circuit où beaucoup de joueurs vont. Qu'est-ce qu'apportent ces universités à un joueur comme toi, et toi, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Moi personnellement, déjà, j'ai grandi ici sur terre battue pendant 18 ans. Donc après le bac, je suis allé là-bas parce que il faut quand même être prêt mentalement pour partir sur le circuit à 18 ans. Il faut surtout avoir le niveau. On va dire peut-être que le niveau, je l'avais, mais prêt, je pense pas. Du coup, les États-Unis, c'était parfait pour moi de partir là-bas. J'ai appris pendant 5 ans à jouer sur dur, l'esprit d'équipe, ce qui fait te battre encore plus et te forge mentalement, et surtout m'être beaucoup entraîné et maintenant d'avoir un diplôme aussi dans la poche. Et un petit peu comme un centre de formation au football, mais pour le tennis. Et tu es passé par les blessures, tu en as parlé une tout à l'heure qui était heureusement que de 5 semaines après Wimbledon. Mais il y en a notamment une en 2024, je crois, où alors que tu étais dans une bonne période, tu fais notamment demi-finale à Aix-en-Provence, je crois, en Challenger, et tu avais atteint à cette époque-là ton meilleur classement. Ouais. Comment tu as vécu ces moments? Celle-ci, après j'avais gagné 3 challengers, j'avais fait je pense 3-4 demi-finales en challenger. C'était l'année aussi, j'avais fait un bon match ici au premier tour face à Dimitrov. Je passe mon dernier tournoi avant ma blessure, je passe les qualifs de Roland Garros. Je perds 4-7 contre Fokina au premier tour, et puis j'ai pu faire match du reste de la saison. Elle était très dure à vivre pendant les 3 premiers mois, parce que ça n'arrêtait pas d'être des 3 semaines, encore 3 semaines, encore 3 semaines. Jusqu'au moment où je pouvais toujours pas jouer, j'avais essayé de jouer un tournoi à l'US Open, j'avais dû abandonner. Et moi je dis je reprends pas la raquette tant que j'ai plus une douleur, et ça avait pris jusqu'à novembre. Je m'étais entraîné 1 mois avant de repartir, et ça avait été très dur, mais si on m'avait dit qu'1 an après je gagnerais Shanghai et je serais 31e mondial à la fin de la saison, je l'aurais pris. Et justement, ces blessures, ces moments de doute, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière, en plus on sait que c'est rare qu'un joueur comme toi qui a, excuse-moi je me souviens plus de ton âge, 26, 27 ans, c'est rare qu'on arrive à faire les tournois régulièrement de l'ATP à cet âge-là. Est-ce que tu t'es déjà dit, est-ce que je vais mettre de côté le tennis et je vais arrêter, ou tu t'es jamais posé cette question-là? Non, jamais, parce que jamais. Pour ce qui s'est passé à Shanghai, j'ai toujours été à penser que n'importe quel moment il peut se passer quelque chose. Je sais pas si c'était pas gagné Shanghai, peut-être que jusqu'à la fin de ma carrière, cette première victoire que j'avais eue à Monte-Carlo l'année dernière, peut-être qu'on va dire l'étoile de ma carrière, ça aurait été ça, et je serais peut-être resté pendant encore 10 ans autour de la 200e place mondiale. Mais je pense toujours qu'il peut se passer quelque chose d'encore meilleur. J'ai gagné Shanghai, mais je suis encore en train de penser qu'il peut se passer encore un truc encore plus beau que Shanghai, et qui plus est juste regagner des tournois, tout ça. Donc c'est pour ça qu'à la fin tu continues, même si des fois dans le tennis il y a plus de semaines dures que de belles semaines. Et depuis petit, du coup, tu en as déjà un peu parlé, tu es licencié ici, au Monte Carlo Country Club. Qu'est-ce que t'apporte ce club et la Fédé depuis que t'es petit? Ils m'ont apporté de l'entraînement, des entraîneurs avec qui je suis toujours ultra proche. Et c'est ça qui est super. C'est un club, c'est une petite famille, même notre fédération. À partir de quand j'ai commencé à mieux jouer, 13, 14, 15 ans, j'ai plus intégré la fédération, plus que le club. Et pareil, c'est les mêmes joueurs qui étaient là, qui avaient déjà, on va dire, Hugo Nis, Romar Neodo, qui avaient 7-8 ans de plus que moi quand moi j'en avais 14-15 ans, que je les regardais jouer le circuit professionnel, et maintenant je suis avec eux, on forme une superbe équipe de Coupe Davis, et dont d'ailleurs on a peut-être la chance en février d'atteindre le groupe mondial.
C'est ma question d'après. Donc depuis longtemps, tu représentes du coup les couleurs monégasques. Et là, vous venez d'accéder au groupe 1, après une victoire contre le Kazakhstan. Vous êtes allé à Astana et vous avez gagné. Notamment, toi, tu as gagné contre Bublik. Ouais. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, sur ton expérience en Coupe Davis et sur ce que représente pour toi la sélection? Bah, c'est un peu c'est les semaines on va dire, où je retouche un petit peu au circuit universitaire américain, les semaines en équipe où il y a des moments où tu penses un peu plus à l'équipe avant que toi et que tu te bats pour tes potes, moi pour ici, pour la fédération. J'ai eu ma première victoire dans le top 50 l'année dernière face à Nuno Borges ici, face au Portugal. C'était au premier tour du groupe 1, c'était la première fois qu'on jouait le groupe 1. On avait perdu, on était redescendu dans le groupe 2. On avait battu la Chypre pour remonter dans le groupe 1 et là pour la première fois on passe ce premier tour du groupe 1 face au Kazakhstan. J'ai donné la victoire en battant Bublik, on va dire que c'est un des plus beaux exploits de Monaco en Coupe Davis. Et on se donne la chance de jouer la Finlande en deuxième tour du groupe 1 pour monter dans le groupe mondial en septembre. La réforme de la Coupe Davis à Monaco, parce qu'il y a beaucoup de gens, nous par exemple, en France, il y a beaucoup de gens qui détestent. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui ont perdu de l'intérêt pour cette compétition. Mais vous, à Monaco, on a l'impression, moi quand j'avais reçu Guillaume Couillard il n'y a pas longtemps sur mon émission, et il disait que c'était toujours pareil, qu'il y a toujours autant d'engouement. Nous, on a toujours autant d'engouement. Alors la seule différence, c'est que les divisions d'en dessous du groupe mondial, on va dire, n'ont pas trop été touchées dans le fait que c'est toujours un petit peu une rencontre de Coupe Davis comme auparavant avec 4 simples et un double. Sauf qu'au lieu d'être sur 3 jours, c'est sur 2 jours. Qu'au lieu d'être sur 3 à 5 sets gagnants, c'est en 2 sets gagnants. Mais du coup, ça a quand même gardé cet effet domicile extérieur qui vient d'un peu être mis au groupe mondial sur les 2 premiers tours. Maintenant, le souci qui est encore là, c'est ce qui se passe à partir du deuxième tour du groupe mondial. C'est les quarts demi-finales qui sont faits en toute fin d'année sur un endroit, un site. Ce qui fait que certains pays se retrouvent sans trop de supporters, avec des ambiances un petit peu moyennes. C'est ça qui pour moi doit être remis à la normale comme avant pour retrouver les ambiances qu'on avait vues à l'époque. Et vous, ce groupe mondial, si vous battez la Finlande, vous y accédez, c'est ça? C'est ça. Il y a un an, à Aix, tu me disais que ton objectif de carrière, c'était d'être top 50. Un an après, c'est chose faite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois à venir? Moi, je me souhaite de regagner des tournois. Maintenant, si je finis ma carrière en gagnant 3 autres tournois, mais que c'est 3 ATP 250, je le prends, même si je rêverais de regagner des Masters 1000, pourquoi pas un Grand Chelem. Et surtout, comme je disais, d'essayer d'aller retoucher à des quarts, des demi, des finales de tournois, d'aller loin dans les tournois, de rester régulier et de prendre tout autant de plaisir sur le terrain. Écoute, merci beaucoup Valentin de nous avoir accueillis ici. Vous retrouvez Valentin sur les cours entre dimanche et mardi en fonction du tirage au sort, c'est ça? Oui. Soit dimanche, soit lundi, soit mardi. On te souhaite bonne chance pour ce tournoi à Monte Carlo. Merci beaucoup. Merci. Et merci à Pierre-Louis Rossilol qui a notamment permis de faire cette interview. Merci à Fabio et Thomas derrière qui nous ont permis de filmer, de nous apporter ce matériel. Et on se retrouve tous les vendredis ou mercredis sur Service Gagnant. Passez une bonne journée.